Je vais donc commencer. D'abord, je vous remercie d'être présent ce soir. Merci à toutes et à tous. C'est toujours, pour un architecte, à la fois un plaisir et un peu une émotion de parler de son travail. Bien que ce ne soit pas que mon travail, je vais en parler tout à l'heure, puisqu'il y a d'autres intervenants sur ce projet que je citerai tout à l'heure. Mais évidemment, c'est toujours quand même une émotion d'essayer de montrer ce qu'est une démarche pour un projet, surtout pour un projet aussi complexe, qui est la restauration, la rénovation, l'extension. Il y a plein de mots qu'on peut utiliser d'un bâtiment qui n'est pas anodin, puisque c'est l'œuvre de ce grand architecte du XXe siècle qui est Le Corbusier, et qui, en plus, est un bâtiment qui est protégé au titre des monuments historiques, donc ce qui représente un certain nombre de contraintes. Alors j'ai appelé mon intervention de ce soir, la Cité de Refuge, un laboratoire social et patrimonial. Pourquoi un laboratoire social et patrimonial? Parce que Le Corbusier lui-même, je vais le montrer tout à l'heure, disait que ce bâtiment était un laboratoire des techniques, mais aussi certainement un laboratoire des sociétés, un laboratoire des vies humaines, et puis effectivement un laboratoire social et patrimonial, parce que ce projet est issu finalement de la résolution de contraintes absolument contradictoires, a priori contradictoires, apparemment contradictoires, que sont les contraintes d'un projet social, avec que ça implique évidemment d'accueil des personnes sans domicile fixe, et en même temps des contraintes patrimoniales qui sont celles à la fois des monuments historiques et de la conservation ou de la restauration d'une œuvre de Le Corbusier. Donc c'est là effectivement qui est tout l'enjeu de cette opération, c'est d'arriver à concilier ces contraires apparents. Alors, j'ai prévu une petite intervention d'une 30-40 minutes. Donc, si je suis trop long, il ne faut pas hésiter à commencer à bavarder. Comme ça, je sais que je suis trop long. Je ferai trois parties et puis on pourra ensuite poursuivre avec des questions. Je vais d'abord faire une petite historique des lieux parce que c'est un bâtiment qui a l'air d'une certaine simplicité quand on le voit de l'extérieur, mais qui, en fait, a une histoire assez compliquée. Je parlerai de la question programmatique, c'est-à-dire effectivement qu'est-ce qui est en jeu ici, à la fois au moment de la construction de la cité et ensuite ces dernières années au moment de sa restauration. Et je terminerai avec la question patrimoniale, et j'inclus dans cette question patrimoniale, bien entendu, la question de l'architecture. Alors, donc, une difficile histoire des lieux, avec déjà une position, bon, je l'ai dit, c'est une œuvre de Le Corbusier, vous savez, un architecte non pas français, comme on le dit trop souvent, mais suisse, et qui est un véritable tournant de sa carrière. Nous sommes en fait entre 1929 et 1933. C'est la fin de ce qu'on appelle la période blanche, la période puriste. Vous savez, il y a la Villa Savoie à Poissy, qui est une sorte comme ça d'acropole de la modernité, qui est la dernière œuvre de cette période blanche, de cette période puriste. Et puis, il y a aussi un changement d'échelle, parce qu'on passe des villas de riches mécènes à des édifices d'une échelle beaucoup plus importante, que ce soit le Centro Soyouz à Moscou, qui est ici, donc qui est un édifice, je ne sais pas si vous voyez la petite flèche, oui, c'est parfait, qui est un édifice vraiment d'une échelle tout à fait nouvelle pour Le Corbusier, l'immeuble Clarté à Genève, qui est vraiment très contemporain de la Cité de Refuge, le pavillon suisse, qui est juste postérieur, qui se trouve pas très loin d'ici, dans le cadre de la Cité internationale, et évidemment l'immeuble de la rue Ningé-Sérécoli, qui partage avec la Cité de Refuge un certain nombre aussi de points communs. Donc un édifice qui s'inscrit vraiment dans une espèce de bascule, et l'architecture d'ailleurs le montre assez bien, entre la période puriste et les grands édifices des années 30. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce n'est pas la première collaboration de Le Corbusier avec l'Armée du Salut, puisque, d'ailleurs, on a parlé avec quelqu'un qui est dans le public ce soir, il y a rue des Cordelières dans le 13e arrondissement, donc c'est vers le métro Glacière, ce petit édifice qui date de 1926, qui se trouve au fond de la cour. Alors ça s'appelle le Palais du Peuple, et c'est en fait un bâtiment peu connu de Le Corbusier, mais qui est très important dans son œuvre, puisque c'est son premier, évidemment, bâtiment collectif. C'est pour la première fois, on n'est pas sur une villa pour un mécène, mais on est sur un empilement de logements pour des personnes nécessiteuses. C'est un bâtiment qui est en très mauvais état et qui mériterait évidemment une restauration comme on l'a connu ici à la Cité de Refuge. Et puis il y a cette œuvre plus connue qui est l'aménagement d'une ancienne péniche Fraissinet, donc une péniche en béton armé pour l'Armée du Salut, et en fait qui est réalisée en 1929 pendant le chantier de la Cité de Refuge, parce qu'il faut pouvoir effectivement loger les personnes qui vont se retrouver à la Cité. Alors elle n'était pas du tout au pont d'Austerlitz comme on l'a connu très longtemps, elle se trouvait devant le Grand Palais, sous le pont Alexandre III, et elle était aménagée donc en dortoir pour les personnes nécessiteuses. Ceci m'amène d'ailleurs à la suite de mon propos, c'est que
une des caractéristiques de l'armée du salut à cette époque-là, mais encore aujourd'hui je crois, c'est d'installer ces établissements, non pas là où il y a de la place forcément, mais là où se trouve la misère. La cité de refuge est installée dans le quartier de la Gare parce que c'est un quartier qui est effectivement peu urbanisé à cette époque-là, entre la gare de triage du faisceau d'Austerlitz, la petite ceinture et ce qu'on appelait la zone, c'est-à-dire la zone non édificandi, où étaient les zonards, donc les chiffonniers de Paris. Et donc on est ici dans un quartier qui est un quartier très très différent de ce qu'il était à l'époque, et l'armée du salut s'y installe comme elle s'installait sous les ponts. Alors un projet d'architecture, c'est souvent une affaire d'hommes, en réalité, d'hommes et de femmes, enfin ici d'hommes et de femmes, on peut le dire. D'abord cette personne qui est à gauche, qui est le commissaire Albin Perron. Alors l'armée du salut, c'est une congrégation religieuse protestante et qui est organisée à la fin du 19e siècle par un pasteur écossais qui s'appelait Booth, avec cette idée effectivement que pour lutter contre la misère, il fallait pouvoir mener une véritable guerre et que quand on fait la guerre, il faut une armée qui est organisée comme une armée. Et donc c'est pourquoi à la tête de cette armée en France, il y avait ce commissaire Albin Perron à qui on doit quand même deux constructions extrêmement importantes. La première, c'est le Palais de la Femme qui se trouve rue de Charonne, qui est cet édifice qui avait été construit pour les femmes, les filles mères, comme on disait, qui se retrouvaient enceintes en dehors du mariage et qui étaient jetées de chez elles et qui se retrouvaient sur le trottoir, il faut bien le dire. Donc pour leur éviter effectivement cette issue fatale, on les a accueillis rue de Charonne. Et ici, la cité de refuge, qui est donc son deuxième établissement important. Et puis il y a cette personne à droite qui est quelqu'un pour qui j'ai je vais dire une admiration, puis aussi beaucoup de tendresse, qui est la princesse de Polignac. Princesse de Polignac, née Winarta Singer, fille d'un célèbre fabricant de machines à coudre éponyme, new-yorkaise, grande militante du droit des femmes, homosexuelle notoire et assumée, de la même façon que son mari l'était également, et vraiment quelqu'un qui a beaucoup lutté à la fois pour la misère et pour le droit des femmes, et qui, on voit ici, le jour de l'inauguration de la cité de refuge. Et puis entre ces deux personnages, il y a le Corbusier qui est en fait mis en relation avec l'armée du salut par la princesse de Polignac, puisque le frère de Le Corbusier, qui était compositeur de musique, fréquentait les salons de la princesse de Polignac, avenue Georges Mandel, où il y a toujours la fondation Saint-Ger de Polignac, c'est-à-dire un salon de musique en quelque sorte, et c'est la musique donc, qui va faire le lien entre tous ces personnages. Un mot sur les étapes de la conception. Alors d'abord, la cité de refuge s'appelle cité de refuge parce qu'elle est pensée comme une cité, c'est-à-dire comme un lieu qui regroupe dans un seul édifice la totalité des composantes de la ville. Un centre d'hébergement, des préparations et distributions de repas, donc de cantines populaires qui vont se balader ensuite dans Paris, des ateliers de travail, pas seulement pour produire, mais aussi pour apprendre un métier, parce que dans la morale protestante, ce qui rend libre, c'est d'être autonome financièrement, et pour être autonome financièrement, il faut avoir un métier. Donc il y a cette question effectivement de la formation au métier qui est importante dans le projet de la cité de refuge et qui existe encore aujourd'hui dans le bâtiment. Des vestiaires, évidemment, pour pouvoir se vêtir, un dispensaire pour pouvoir se soigner, une crèche, on appelait la pouponnière d'ailleurs, pour les nouveau-nés, bibliothèque, salle de réunion, bureau, logement, et notamment les logements des salutistes qui habitaient sur place. Donc on a une véritable cité qui fonctionne avec toutes les composantes d'une ville moderne. Je vais passer assez rapidement sur le fait que le projet a connu beaucoup de péripéties, puisque au départ, en fait, il y avait un tout petit terrain qui avait été alloué par la préfecture de Paris, qui est la partie qui donne sur la rue Cantagrel. Et puis, il y a eu un deuxième terrain qui a été donné dans un deuxième temps, si bien qu'il y a eu un certain nombre de projets successifs, de formes assez différentes. Par exemple, celui-ci, vous voyez, qui est très différent du projet définitif, puisqu'on avait finalement un bâtiment en peigne avec deux barres parallèles au milieu de la parcelle, pour arriver finalement au projet définitif, qui est le projet, donc le 5e, qui est celui qui a été réalisé, c'est-à-dire une grande barre longitudinale disposée au fond de la parcelle et devant trois objets, trois volumes, le petit pavillon d'entrée par lequel vous êtes passé avec sa patte de verre, la rotonde de verre qui forme finalement le sas d'entrée et le bâtiment qui regroupe finalement les fonctions collectives de la cité, alors que l'hébergement se trouve à l'arrière avec à gauche le côté des femmes, avec notamment 3 niveaux qui étaient cloisonnés dès l'origine pour les filles mères, et puis à droite, les hommes. C'est pour ça qu'il y a 2 escaliers côte à côte dans le bâtiment, puisque historiquement, les femmes et les hommes étaient dans 2 flux séparés.
Un projet donc, que Le Corbusier qualifie lui-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, de laboratoire, un énorme laboratoire qui a permis d'établir à une échelle suffisante des expériences qui peuvent désormais être considérées comme des preuves. C'est une citation de Le Corbusier dans le journal L'Intransigeant. Alors ces expériences dont il parle sont à la fois des expériences technologiques, c'est-à-dire pour la première fois l'idée de mettre en place ce qu'il appelle la respiration exacte, c'est-à-dire un bâtiment dont on contrôlerait la totalité de l'hygrométrie et de la température été comme hiver. Ça, c'est la théorie, parce qu'en pratique, en fait, la respiration exacte a fonctionné uniquement en hiver en chauffage, mais le coût à l'époque de la fabrication de systèmes de refroidissement était bien trop cher pour pouvoir être mis en œuvre. Et puis également, cette grande façade vitrée qui va être mise en œuvre et qui est une véritable révolution technologique, puisque effectivement on a là un pan de verre qui fait 1200 mètres carrés d'une seule tenue et qui évidemment amène cette esthétique extrêmement rationnelle, extrêmement radicale de ce bâtiment. Cette façade va subir un désastre en 1944. La libération de Paris, il y a des bombardements, et le 21 août 1944, le quartier est bombardé. C'est pourquoi vous avez des HLM d'après-guerre juste devant la cité. Et voilà l'état de la façade telle qu'elle se trouve en 1945, rebouchée avec de la brique plâtrière, des planches, des fenêtres de récupération. Enfin, une façade, d'ailleurs, aujourd'hui, on pourrait la publier dans une revue d'archi, dans un numéro sur la réutilisation en architecture, ça plairait beaucoup. Mais enfin, là, c'était quand même la misère totale et dans un état absolument déplorable. L'Armée du Salut fait appel à un architecte qui s'appelle Aloïs Verret, qui est l'architecte de la communauté protestante et qui fait, vous voyez peut-être, alors l'image n'est pas très bonne, parce que c'est une photo que j'ai prise sur une archive qui était chez son fils, d'une reconstruction de la façade de la cité de refuge dans une esthétique totalement néoclassique, parce que Verret avait été l'élève de Perret à l'atelier de bois à l'école des Beaux-Arts. Le Corbusier en a eu vent et finalement propose gracieusement de redessiner une nouvelle façade pour remplacer celle qui avait été démolie pendant la guerre, avec la première application de deux dispositifs architecturaux qui sont imaginés pendant la guerre, pendant les années de désœuvrement que constitue l'occupation. D'une part, le modulor, c'est-à-dire ce système de proportion basé sur le nombre d'or, et d'autre part, vous le voyez ici, le brise-soleil, c'est-à-dire que la façade de 1932 avait quand même ce gros défaut de chauffer terriblement en été. Et donc là, il y a l'idée de faire une façade de verre, mais qu'on met derrière une résille de béton, laquelle évidemment protège le verre de l'ensoleillement. Il faut dire que cette façade est entièrement dessinée par un jeune mathématicien architecte qui s'appelle Yannis Xenakis, qui va travailler une dizaine d'années chez Le Corbusier avant de devenir le très grand compositeur de musique que vous connaissez peut-être. Ce qui est intéressant dans le travail de Xenakis, c'est que comme c'est un mathématicien, il est vraiment dans cette idée de l'harmonie et du travail harmonique, en fait, des proportions, qu'il s'agisse des proportions en architecture ou des harmonies en musique. Voilà la façade. D'ailleurs, on voit que les immeubles ne sont pas construits en face. Donc la façade telle qu'elle est terminée en 1952, avec ce brise-soleil placé devant des menuiseries de bois. Alors, il y a eu un certain nombre de restaurations de ce bâtiment. La première, en fait, elle date de 1964-65, donc c'est une restauration assez ancienne. Et là, on voit finalement quelles ont été les différentes étapes de la façade, celle d'avant-guerre, celle juste après-guerre, celle après la restauration de 64 et celle qu'on a connue finalement à partir des années 75 et 80. Et la version telle qu'on vous la propose aujourd'hui, après restauration. Je reviendrai sur les différences, vous voyez, notamment de couleurs qu'on peut trouver d'une restauration à l'autre. Alors, j'en viens à la deuxième partie, qui est la question programmatique. Et je commencerai par un état des lieux de ce bâtiment tel qu'il était, tel que nous, on l'a trouvé, en fait, quand on a commencé à travailler en 2008. Donc maintenant, il y a 9 ans, ça commence à faire un bout de temps. Alors sur l'aspect extérieur, on voit effectivement des couleurs qui sont des couleurs qui étaient devenues totalement fantaisistes à force d'une restauration sur l'autre, avec un bleu canard, un jaune pamplemousse, des couleurs un peu n'importe quoi. Des fenêtres qui avaient été remplacées par des menuiseries en aluminium et finalement une défiguration à peu près complète en fait de l'écriture originale.
À l'intérieur, il y avait eu une tentative d'humanisation de l'hébergement en dortoir, mais vous voyez qu'on était quand même sur des dortoirs sans fenêtres, fermés par des pavés de verre sur les parties notamment qui donnaient sur les fonds voisins, et un niveau d'intimité, je n'ai pas mis de photo des salles de bain, mais c'était bien pire, enfin des douches collectives, il n'y a pas de salle de bain évidemment, mais un niveau d'intimité absolument terrible, et une dégradation à peu près complète, qui était liée aussi bien au faux marbre couleur jaune banane qu'il y avait sur les pilotis, que sur le mobilier, que sur les rideaux à cantonnières, et surtout ces espaces très très beaux, magnifiques, qui racontent toute une histoire sur l'espace moderne, sur le rapport à l'automobile, sur le rapport à la vitesse, et qui étaient devenus de véritables cloaques remplis de poubelles, de détritus, etc. Et ça, c'est l'usage qui fait ça. Et l'usage, il est là parce que les bâtiments sont habités et qu'il faut faire avec. Et donc, c'est ça qui pose la question, évidemment, de ce difficile équilibre entre les usages qui sont là. Il y a un restaurant, il faut bien alimenter la cuisine, il y a des poubelles. Et donc, qu'est-ce qu'on fait d'un espace patrimonial d'une grande valeur architecturale, alors même qu'effectivement, il y a cette cohabitation avec les poubelles. Et c'est là où la question, effectivement, de la réflexion programmatique est assez essentielle, parce que ça veut dire que finalement, il faut considérer qu'on peut certainement conserver des usages, mais qu'il faut remettre pratiquement à zéro la question du fonctionnement de la cité. Alors, il y a une nécessité de rénovation qui apparaît par l'évolution des normes, parce qu'on ne peut plus loger, c'est d'abord une question de dignité absolument élémentaire, on ne peut plus accepter de loger aujourd'hui des gens dans des dortoirs, quand on sait que la durée d'hébergement à la cité, c'est entre 2 mois et 2 ans, et qu'en fait, il y a des résidents qui sont là depuis pas mal d'années, donc évidemment les dortoirs ne peuvent plus être acceptés. Donc évolution des capacités d'accueil, du niveau de confort, des différents types d'hébergement, parce que c'était un bâtiment après-guerre où il n'y avait plus que des hommes, et on sait que les hommes entre eux ne sont pas toujours d'une extrême civilité. Je le dis, on est entre nous, mais il y avait à peu près une bagarre par semaine, une rixe par mois et un mort par an dans le bâtiment, donc on est quand même dans un environnement qui est un environnement extrêmement dur, violent. Et donc la nécessité effectivement d'assurer à la fois un confort, une dignité pour les résidents, mais aussi une sécurité par une diversité qui est une diversité aussi des usages, puisque aujourd'hui le bâtiment est ouvert aux hommes et aux femmes, mais également aux familles et aux enfants, et que ceci contribue énormément évidemment à une forme de civilité qui avait complètement disparu. Alors il y a une très grande différence entre les souhaits qui étaient émis évidemment par les services patrimoniaux de l'État ou par la Fondation Le Corbusier, qui est ayant droit des droits moraux de Le Corbusier, et ce qui était la volonté de l'armée du Salut, qui souhaitait une réponse adaptée aux besoins de l'usager. Grosso modo, l'armée du Salut disait, nous, le bâtiment, on n'en a rien à foutre, ce qu'on veut, c'est pouvoir héberger les gens correctement, dignement et avec une facilité d'exploitation. Et les services patrimoniaux disant, mais nous, l'armée du Salut, on n'en a rien à foutre, c'est un bâtiment de Le Corbusier, ils n'ont qu'à s'adapter. Donc c'est sûr que quand on est sur... Et encore, j'enjolive les propos, parce que les propos, dans la réalité des réunions, étaient avec des noms d'oiseaux infiniment moins agréables que ceux que je viens de citer. Donc évidemment, là se pose la question de savoir comment on arrive à résoudre cette contradiction apparente entre ceux qui pensent qu'il faut faire un bâtiment magnifique qui sera visité par des tas d'étudiants en architecture qui viendront du monde entier, et ceux qui pensent que tout ça n'a aucune importance parce qu'il y a des résidents qui habitent dedans et que c'est d'abord eux qu'il faut arriver à satisfaire. Alors en termes de programme, on est sur une évolution, vous voyez, d'effectifs qui est assez faible, c'est-à-dire que bien qu'il n'y ait plus de dortoirs, qu'il n'y ait plus que des logements aujourd'hui aux normes, en réalité, on a à peu près le même nombre de résidents qu'avant, parce que c'est un ensemble en fait de bâtiments qui avait une réserve foncière assez importante de locaux assez peu utilisés et qui nous ont permis finalement, ça plus la surélévation du bâtiment qui est derrière, de pouvoir finalement remplir à peu près un programme nouveau finalement dans une sorte de réserve de plancher que l'on a pris un petit peu comme elle était. Alors, j'ai peut-être oublié de le dire, mais je vais passer à la diapo suivante tout de suite. Il y a deux bâtiments qui sont deux bâtiments qui se tournent le dos. La cité de refuge, donc construite par Le Corbusier dans les années 30, et puis derrière le Centre Espoir, construit par Philippe Verret dans les années 70. Ces deux bâtiments, en fait, étaient des bâtiments qui se tournaient le dos, l'un contre l'autre, comme ça, avec des niveaux qui n'étaient pas les mêmes, donc pas d'escalier entre les deux, pas de communication, et donc des établissements complètement séparés. La volonté programmatique de l'utilisateur, et on le comprend, de l'exploitant, c'est de dire qu'il faut faire une seule cité. Donc une seule cité, ça veut dire créer un lien entre les deux et une interface complètement transparente d'un bâtiment qui pourtant était un bâtiment au départ complètement fermé ici à la limite. Et donc
Nous avons pris cette disposition d'avoir 2 bâtiments l'un contre l'autre comme une opportunité. Celui-ci n'avait pas beaucoup de valeur patrimoniale. De mon point de vue, il n'en avait pas du tout. Du point de vue de l'ABF, on a un peu discuté, un peu beaucoup même, on va dire. Mais il m'apparaissait que pour pouvoir donner à cet ensemble en fait, un niveau technologique, un niveau aussi de dépenses énergétiques qui rentre dans les critères de financement, etc., il fallait vraiment retravailler très fortement le bâtiment derrière, donc oublier complètement son image originelle pour pouvoir finalement donner à celui-ci tout son lustre d'origine. Donc il y a un choix qui est de dire globalement, on fait une opération de rénovation qui est globale, mais on va être beaucoup plus acteur en fait, sur la partie arrière de manière à pouvoir y intégrer finalement tout ce qui est logistique, la cuisine, la cour de service, la production de froid, les centrales de traitement d'air, toute l'aérologie pratiquement circule à l'arrière, etc. Enfin, tout ce qui est finalement de l'ordre de la machine, de manière à ce que les espaces d'origine de Le Corbusier soient, d'ailleurs, vous voyez, on est dans une salle de conférence qui est prévue pour 150 personnes, il n'y a pas de faux plafond. Il n'y a pas de soufflage d'air visible. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment finalement on arrive à utiliser une partie de l'édifice contre l'autre pour qu'à la fin ça fasse une sorte de couple fusionnel. Donc il y a eu 2 tranches de travaux. Une première tranche de la rénovation du centre Espoir, donc qui correspond à peu près à 60% des surfaces. Qu'on a surélevé de 2 niveaux. Donc on avait là aussi une capacité foncière ici importante de manière à pouvoir rentrer le programme. 30 mois de travaux, beaucoup de désamiantage. Et puis une deuxième phase, ici, sur la cité de refuge. L'avantage de travailler dans ce sens-là, c'est que pendant qu'on faisait les travaux sur le bâtiment des années 70, on a eu le temps, avec le conseil scientifique, de mettre en place toute la stratégie de restauration de la cité de refuge. Et puis ça a permis évidemment de ne jamais fermer le site, puisqu'il y avait quand même 350 résidents sur le site, et qu'on ne pouvait pas se permettre, notamment parce qu'il y a eu quelques hivers très froids, de mettre 350 personnes de plus à la rue pendant l'hiver. Donc on a fait en sorte en fait, que le niveau d'hébergement, la quantité d'hébergement soit à peu près toujours la même pendant la durée du chantier. Alors quelques chiffres, c'est toujours intéressant. 9 800 m² de surface de programme pour une surface de plancher de 14 000 m². Un budget de travaux de 22 millions d'euros hors taxe. Je précise que ce budget de travaux, c'est un budget de travaux qui intègre la partie monument historique à proprement parler à hauteur à peu près de 4 millions d'euros. Donc un budget opérationnel, toutes dépenses confondues, de 35 millions d'euros. Un chantier en site occupé, donc de manière, je l'ai dit, à conserver une importante capacité d'hébergement et d'une durée de 48 mois au global de chantier. Un montage assez intéressant avec un système de bail amphithéotique croisé entre le propriétaire qui est la Fondation Armée du Salut et l'amphithéote qui est Résidence Sociale de France, avec une faute d'orthographe, filiale du groupe immobilier 3F. Et un utilisateur qui est l'établissement de la cité de refuge. Le système est très simple, c'est que l'Armée du Salut est propriétaire, elle loue pour 1 euro symbolique à 3F qui a charge de payer les travaux et de trouver des financements et qui va relouer à l'établissement sur un bail de 55 ans. C'est-à-dire que nous, architectes, on doit être conscient qu'on doit pouvoir faire des travaux qui sont finançables sur une durée d'amortissement de 55 ans. Pourquoi une durée si longue? C'est parce que le seul financement de la cité, à part les dons que vous allez faire, bien entendu, à l'Armée du Salut à la fin de cette conférence, mais sinon, le seul financement de la cité, c'est ce qu'on appelle l'indemnité de nuitée. C'est ce que donne la préfecture de police pour héberger les personnes sans abri. C'est 17 € par personne et par jour pour le gîte et le couvert. Donc faites le calcul, ça ne fait pas beaucoup d'argent pour pouvoir payer un immeuble dans lequel on héberge les personnes. Donc c'est vraiment intéressant de connaître un peu cette ingénierie financière parce que ça montre effectivement que nous, on est quand même tenus, on a une responsabilité, les gens du bâtiment, de faire un projet, de faire un édifice qui puisse tenir bien pendant de longues décennies. Alors, quelques mots sur la maîtrise d'œuvre. Donc, moi, je suis François Gruson, je suis l'architecte mandataire. J'ai 2 associés qui sont Bertrand Vernet et Lynn Pennec, qui a particulièrement œuvré ici, donc je tenais à la citer nommément. Mon ami François Chatillon, qui est architecte en chef des monuments historiques, et il faut rendre à César ce qui est à César, c'est que toute la partie monuments historiques, c'est lui qui l'a assumé avec son savoir-faire spécifique, parce que ça n'est pas ma partie, et le bureau d'études Cotec Ingénierie. Quelques consultants, et puis une entreprise qui était une entreprise générale, qui est le groupement Batec-Sicra du groupe Vinci, qui a perdu beaucoup d'argent. Je leur rends hommage parce que je pense qu'ils ont vraiment pris un bouillon absolument terrible sur ce chantier, moi aussi d'ailleurs, mais bon, on va dire que c'est pour la bonne cause et qu'effectivement, à la fin, c'est quand même important de pouvoir offrir un tel édifice aux résidents.
Alors un financement, donc je l'ai dit, un bail de 50 ans, 55 ans en réalité, des subventions de l'État, de la région Île-de-France, de la ville de Paris. Donc c'est effectivement un système de financement qui sont conditionnés, on va dire, plutôt par des contraintes à la fois fonctionnelles et aussi environnementales, puisque la norme aujourd'hui pour faire du logement, c'est 17 mètres carrés minimum par logement, alors que les chambres dans la cité faisaient 11 mètres carrés ou 10 mètres carrés 50, 9 mètres carrés pour la pièce principale, c'est-à-dire qu'il a fallu convaincre la Fondation Le Corbusier que oui, on allait casser le cloisonnement intérieur, même les cloisons qui dataient de l'époque de Le Corbusier, parce que oui, pour pouvoir avoir des financements, il fallait qu'on ait des logements dignes avec une surface minimum, et donc ça a été toute une négociation assez compliquée pour savoir effectivement qu'est-ce que l'on allait conserver et qu'est-ce que l'on allait démolir dans le bâtiment. Subventions de la région sont soumises aux exigences du plan climat, c'est-à-dire un niveau de dépenses énergétiques extrêmement faible. Or, on est sur un bâtiment monument historique et il n'est pas question, évidemment, d'aller mettre une isolation thermique par l'extérieur, fût-ce avec des produits équitones, sur un bâtiment, sur des façades qui sont classées. Donc, évidemment, là se pose effectivement cette question d'une balance, d'avoir une très très grande efficacité technique et thermique sur le bâtiment des années 70, pour avoir ici une efficacité bien moindre, évidemment, mais quand même que globalement, l'opération puisse rentrer dans les exigences de financement du plan climat. Je tiens à préciser quand même qu'il n'y a eu aucun centime de la part des monuments historiques et que finalement, nous avons financé la restauration d'un monument historique avec de l'argent qui est quand même fait pour loger des personnes sans abri, je tiens à le préciser. Alors, on a mis en place, la maîtrise d'ouvrage a mis en place un conseil scientifique. C'est, je pense, une expérience assez intéressante, puisqu'on a regroupé autour de la table, avec l'utilisateur qui est l'armée du salut et la cité de refuge, tout un tas de gens extrêmement savants. La direction régionale des affaires culturelles, la conservation régionale des monuments historiques, le service territorial de l'architecture et du patrimoine, c'est-à-dire l'architecte des bâtiments de France, la direction de l'architecture de la ville de Paris, la commission du Vieux Paris, la mairie du 13e arrondissement, parce qu'ici, il y a Jérôme Coumet, maire du 13e, qui est quelqu'un qui aime et qui connaît bien les questions architecturales, et puis bien évidemment la Fondation Le Corbusier, ayant droit des droits moraux de l'œuvre de Le Corbusier. L'idée du conseil scientifique, ça a été de dire, nous, architectes, on a des compétences. François Chatillon, architecte en chef des monuments historiques, a des compétences, bien entendu, mais il y a des décisions qu'on ne peut pas prendre tout seul. Il y a des décisions sur lesquelles il faut qu'il y ait une forme de consensus, si vous voulez, parce qu'il y a des choix à faire et qu'on n'est pas toujours sûr des choix que l'on fait. Le conseil scientifique a été mis en place et tout ce que vous voyez dans ce bâtiment, pratiquement est neuf en réalité, ou presque, est tout à fait l'objet, à chaque fois, d'une décision du conseil scientifique et pas d'une décision au vote. C'est-à-dire que quand on voyait que la décision n'était pas mûre, eh bien, on a retravaillé avec François, on a rediscuté, on a repris les choses jusqu'à ce qu'il y ait consensus et que le conseil scientifique, dans son intégralité, dise oui, c'est ça qu'on fait. Et que ces décisions qui ont été prises ici, ces arbitrages qui ont été faits, ce sont des arbitrages, effectivement, que nous assumons collectivement, la Fondation Le Corbusier, les services patrimoniaux, la ville de Paris et la maîtrise d'œuvre. Alors, je vais parler un peu d'architecture tout de même. Et je vais essayer de parler de trois choses. Je pourrais parler de plein de choses, mais je pense qu'il y en a trois qui sont peut-être plus spectaculaires que d'autres, qui sont la question de la lumière, la question de la matière et la question de la couleur, qui sont trois éléments assez fondamentaux en réalité dans l'architecture de Le Corbusier. Alors, évidemment, je cite cette phrase très connue de Le Corbusier, qui se trouve dans Vers une architecture, qui est un livre qui est publié en 1926, d'un ensemble d'articles publiés dans la revue L'Esprit Nouveau quelques années auparavant, où Le Corbusier donne cette définition de l'architecture. Alors, vous savez qu'à l'école des Beaux-Arts, on apprenait Vitruve, et que Vitruve dit « l'architecture, c'est l'art de bâtir ». Et Le Corbusier a une perception évidemment très différente, puisqu'il dit « l'architecture est le jeu savant, correct et magnifique des volumes assemblés sous la lumière ». C'est une phrase assez poétique, mais les écrits de Le Corbusier sont assez poétiques en général, assez beaux. C'est quelqu'un qui écrit très bien, je trouve. Et je pense que cette définition, en fait, est vraiment une clé de compréhension de son œuvre. C'est qu'on peut comprendre son œuvre. Alors, comme vous êtes un public, disons, très respectable, je n'ai pas mis des photos que je mets quand je présente à mes étudiants. Notamment, j'ai une très belle photo où on voit Le Corbusier qui est nu et qui est en train de dessiner à poil une jambe en l'air sur sa planche à dessin.
Et pour moi, c'est un élément important, ce rapport de Le Corbusier à la nudité, parce que c'est une clé d'interprétation de son œuvre, comme cette phrase-là. C'est-à-dire que cette architecture qu'on a ici, c'est une architecture qui est pensée d'une façon très sensuelle, en réalité, et par rapport au plaisir du corps. C'est-à-dire le fait de déplacer son corps dans un espace qui est un espace mobile, un espace mouvant, j'en reparlerai tout à l'heure, dans lequel il y a de la lumière, dans lequel il y a de la matière, dans lequel il y a de la couleur. Et donc, effectivement, l'architecture, ce jeu savant, correct et magnifique des volumes assemblés sous la lumière, on le voit ici, mais en creux, c'est-à-dire qu'on est dans un espace, on fera un tour tout à l'heure un peu rapide, puis là il commence à faire nuit, donc on verra peut-être moins la lumière, mais dans un espace où effectivement l'espace est pensé autour du corps mobile, du corps vivant, avec cette perception que donne la matière et la couleur. Alors quelques images comme ça, donc la lumière, c'est vrai que quand on a pris ce bâtiment, je n'ai pas fait les photos avant-après, mais vous les trouverez dans un livre dont je vais vous parler à la fin de mon exposé. Cet escalier était encloisonné, les pavés de verre avaient été murés, les parties entrémies avaient été fermées par de l'étanchéité, donc il y avait de toute façon plus de lumière, ou en tout cas la lumière qu'il y avait n'était plus perceptible par rapport à la conception d'origine. Et la conception d'origine, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire un espace où il n'y a pas de fenêtre, dans le hall principal par exemple, mais où la lumière naturelle est omniprésente, en particulier parce qu'il y a tout un tas de dispositifs, soit pour la filtrer, soit pour la transmettre, la diffuser, soit pour la refléter. Et donc elle est là, elle est matière finalement de l'architecture. C'est la lumière qui fait l'architecture, et puis la lumière fait la matière, avec ce travail sur le pavé de verre, qui est à la fois lumière et matière, puisque quand vous regardez au travers, vous voyez la lumière scintiller de façon très fine, très magnifique, avec ces pavés de verre qui s'appellent les Nevada, et qui étaient des pavés de verre qui avaient disparu. Alors il en reste quelques morceaux de pavés d'origine dans le hall principal, je vous les montrerai tout à l'heure, mais la plupart avaient disparu, donc il a fallu les refabriquer, parce qu'évidemment ça ne se fabriquait plus. Les normes d'installation des pavés de verre ont changé, donc il a fallu les refabriquer en plusieurs formats pour pouvoir tricher sur le calpinage, mais avoir des joints qui soient conformes à la norme actuelle. Donc ça a été tout un travail quand même de restitution, de reconstitution assez compliqué. Alors on sait que l'utilisation du pavé de verre chez Le Corbusier vient de son admiration pour la Maison de Verre, qui est une œuvre de Pierre Charot qui se trouve rue Saint-Guillaume dans le 7e arrondissement. Le Corbusier habitait rue Jacob, au numéro 22. Il travaillait rue de Sèvres et donc il passait tous les matins et tous les soirs devant le chantier de Pierre Charot, rue Saint-Guillaume. Et c'est ce qui explique la première utilisation ici à la Cité de Refuge de ce même pavé de verre Nevada, que nous, on a en fait posé, un peu comme l'avait fait Charot, et pas comme l'avait fait Le Corbusier à l'origine, en panneaux préfabriqués, de manière à assurer une solidité, une rigidité des panneaux plus importante. La lumière, c'est aussi la matière, avec un jeu, dès les morceaux de façade d'origine des années 20, fin des années 20, début des années 30, qui subsistent, mais qu'on a restitué, qui avaient disparu pendant la guerre, avec, vous voyez, pour une seule fenêtre, 3 types de verres différents, un verre armé avec son petit grillage dans la partie basse, un verre gravé, c'est ce qu'on appelle le verre cathédrale, dans la partie haute, et un verre transparent qui canalise le regard sur l'horizon dans la partie médiane. Et bien évidemment, ces fenêtres avaient disparu. La difficulté que l'on a aujourd'hui, c'est de pouvoir la reconstituer avec des profils aussi fins que les profils d'origine, mais qui supportent des doubles ou des triples vitrages. Et puis, évidemment, le fait de monter des doubles vitrages avec des verres armés ou des verres gravés, ce qui n'est pas conforme au texte réglementaire actuel, et qui fait que nous avons pris, avec notre maître d'ouvrage, le risque de ne pas être assuré sur ces ouvrages. La matière, c'est aussi le béton armé, bien sûr, avec ce brise-soleil de 1948, qui est le brise-soleil d'origine, qui était en très bon état, en fait, qu'on a juste en fait nettoyé et juste remis au propre, avec un petit badigeon par-dessus. Mais par contre, la matière, c'est aussi la céramique. Cette céramique, ce sont des grès cérame, c'était des biscuits en fait, de grès cérame, qui était très dégradé par la pollution du quartier, qui était très abîmé, avec en plus une forte migration de ce qu'on appelle la calcite, donc du calcium des joints dans les mailles. Et donc il a fallu entièrement remplacer ces céramiques, pas complètement partout. Il y a des endroits, il y a toujours des céramiques d'origine. Vous imaginez bien que fabriquer, enfin, le carreau d'origine fait avec une petite industrie dans les années 30, c'était vraiment du matériau à 4 balles. Vraiment le truc le moins cher qui existait. C'était pour les sans-abri, c'était pas cher.
Aujourd'hui, refaire des carreaux qui ne se fabriquent plus, évidemment, à l'identique, ça veut dire prendre un céramiste, les fabriquer à la pièce, les mouler à la pièce, les cuire 2 fois, 3 fois même, parce qu'il a fallu faire un craquelage, donc ça veut dire c'est une triple cuisson. Et donc on arrive sur des pièces qui sont très coûteuses, alors même que ça remplace un matériau qui au départ est un matériau finalement extrêmement frustre, extrêmement peu coûteux. Ça montre un peu quand même ce que sont les enjeux d'une restauration, où on décide à un moment donné, c'est quand même des choix difficiles, de mettre de l'argent, quelques euros à la pièce quand même, dans un bâtiment où on sait qu'on va héberger des gens qui vraiment n'ont pas de fric et que réellement on a un vrai problème de financement d'opération. Donc là, il y a des arbitrages qui se font et que vous comprenez pourquoi je disais tout à l'heure que ces arbitrages, on ne peut pas les faire seuls. Et puis il y a cette espèce de grand mystère qui est le pavillon d'entrée qui avait... alors, moi j'ai été étudiant dans le quartier, j'habitais 8 ans rue du Chevaleret à 50 mètres derrière. Et je me souvenais très bien qu'il y avait dans le pavillon d'entrée une magnifique pâte de verre en petit format, un peu allongé, etc. Et tout le monde me disait, mais t'as rêvé, ça n'a jamais existé, etc. Jusqu'à ce qu'on finisse par trouver une photo d'archive qui montrait qu'effectivement, il y avait du pavé de verre. Il y avait de la pâte de verre. On ne sait pas pourquoi cette pâte de verre a été déposée, probablement à la fin des années 70 ou au début des années 80, pour être remplacée par ce que l'on voit ici à gauche, c'est-à-dire une peinture qui avait évidemment écaillé et décoloré. Et donc il a fallu d'abord retrouver le produit. Donc je remercie Vanessa Fernandez, qui est historienne de l'architecture, d'avoir fait tout un travail documentaire pour retrouver notamment les références de cette pâte de verre. Et cette pâte de verre, donc il y a un produit qui s'appelle Desagna. C'est un produit qu'en fait on connaît, vous savez, dans les bistrots, dans les cafés à Paris, quand il y a une colonnette en fonte, en général, vous avez ces petits morceaux de verre là, qui sont souvent en miroir ou qui peuvent être en verre un peu marbré, etc. Et en fait, ce n'est pas de la pâte de verre, c'est du verre qui est émaillé sur la face arrière et qui est collé ensuite sur un papier craft et qu'on met ensuite dans de la colle. C'est bien joli tout ça, mais nous on met ça à l'extérieur et donc il a fallu faire des essais pour savoir est-ce que ça tient, est-ce que ça se décolle pas, est-ce que c'est conforme aux normes, est-ce qu'on va pas avoir un procès parce qu'il y a un type qui va recevoir 3 cailloux sur la tête, etc. Donc on est toujours en fait dans cette espèce de truc un peu de corde tendue entre la volonté de refaire cette chose, c'est magnifique, hein, c'est vraiment, pour moi c'est la plus belle chose de la cité, ce pavillon d'entrée est juste sublime, mais avec le risque effectivement qu'on restitue quelque chose qui date des années 30, qui avait disparu. Alors déjà on peut nous faire le reproche, puisqu'on n'est pas conforme aux normes internationales, de reconstituer ce qui a disparu, mais aussi de prendre le risque effectivement de faire quelque chose qui n'est pas forcément la pérennité que l'on souhaiterait avoir. Ce bâtiment était très connu pour sa couleur et il fait encore aujourd'hui la couverture d'une collection, alors je ne sais plus si c'est aux éditions Duno, je ne sais plus chez qui, où effectivement on voit cette cité de refuge avec ses couleurs telles qu'elles étaient depuis 1975, avec ces couleurs absolument terribles et qui n'ont absolument rien à voir ni avec l'œuvre de Le Corbusier, ni avec les couleurs d'origine. Alors on a un petit souci avec les couleurs, en réalité on a un gros souci parce que il y a une lettre de Le Corbusier à l'Armée du Salut qui date de 1952, absolument furibard, en disant « mais vous avez mis des couleurs sur la façade, c'est pas du tout ça que je voulais, c'est dégueulasse, il faut recommencer, etc. » Bon. Et les couleurs que voulait Le Corbusier, ce sont les couleurs du drapeau de l'Armée du Salut, que je vous ai mis ici à droite, c'est-à-dire un bleu, en fait c'est un bleu très foncé, c'est un bleu de Prusse, un rouge bordeaux et un jaune moutarde. Si vous voyez les salutistes qui sont devant les grands magasins au moment de Noël, ils ont un costume qui porte les mêmes couleurs, bleu foncé, rouge foncé, jaune foncé. Et donc l'idée de Le Corbusier, au départ, cette façade devait avoir ces couleurs-là, rouge foncé, bleu foncé, jaune foncé. Or, on sait que ce ne sont pas ces couleurs-là qui ont été mises, ce sont des couleurs plutôt vives, puisque nous, on les a retrouvées ensuite en stratigraphie. Se pose donc une question fort intéressante. Les monuments historiques disent « Ah, mais la doctrine, c'est de remettre la couleur d'origine. Donc, s'il y a eu un problème avec Le Corbusier, ça fait partie de l'histoire. Donc, il faut remettre les couleurs qu'il y avait à l'origine. » La Fondation Le Corbusier disant « Non, 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 il faut respecter l'œuvre du maître, la volonté du maître. Donc, il faut mettre les couleurs que lui voulait. » Moi, je trouvais quand même que d'imaginer cette façade avec son béton et puis des couleurs assez foncées, je trouvais ça assez beau, en fait. Ça me plaisait bien. Sauf que le pavillon d'entrée, lui, date de 1932. La façade date de 1952. Donc le pavillon d'entrée, lui, il a les couleurs qui sont données quand on fait de l'émail avec du verre. Ce sont les couleurs qui sont données par les oxydes métalliques qu'on met dessus, le cobalt, le chrome, le fer. Et donc forcément, le rouge, le jaune, le bleu, on ne contrôle pas. Il est ce qu'il est. Si on mettait les couleurs de l'Armée du Salut, c'est pas terrible. Hein. Donc, alors on a fait un choix. Quand je dis on, c'est vraiment le choix collectif de ne pas respecter la volonté de Le Corbusier, de ne pas tout à fait respecter non plus les couleurs d'origine, mais d'essayer de comprendre ce qu'il voulait dire par ces couleurs foncées, c'est-à-dire cet effet que l'on voit sur cette photo où le pavillon d'entrée vient en avant par rapport à quelque chose qui est derrière et qui est un peu en arrière avec des couleurs qui sont moins intenses.
plus, je parle devant une coloriste professionnelle, donc il faut que je fasse attention à ce que je dis. Et c'est vrai que pour nous, c'était intéressant de considérer que le pavillon, finalement, qui était en premier plan, exactement ce qu'on appelle la perspective atmosphérique, pour ceux qui ont quelques cultures en dessin, chez Léonard de Vinci, par exemple, en peinture, c'est-à-dire qu'un premier plan a des couleurs plus saturées que l'arrière-plan, qui a des couleurs un peu moins saturées, un peu plus neutres. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Ce sont les couleurs du pavillon d'entrée qu'on a désaturées, qu'on a un peu foncées, finalement, pour pouvoir avoir cet effet de profondeur entre le pavillon d'entrée qui est au premier plan et la façade principale qui est à l'arrière. Alors après, vous serez juge du résultat, ça ne m'appartient plus. Le bâtiment était très connu à l'intérieur pour des couleurs absolument incroyables. Et alors moi, je me rappelle, quand j'étais étudiant, on visitait ça, on disait « Ah là, Le Corbusier, quel coloriste merveilleux, avec ses bleus, ses jaunes, ses rouges, qu'on voit à gauche ici. » Et puis il y avait des verts sapins, donc c'était la gamme Salubra, 1964, etc. Donc on était absolument sûr de coup, c'était des couleurs... Bon. Sauf qu'en fait, alors j'en ai parlé au directeur de l'époque, c'est plus le même aujourd'hui de la Cité de Refuge, qui me dit, vous savez François, je vais quand même vous dire un truc, c'est que nous ici, on forme les gens au métier du bâtiment, électricité, plomberie, peinture. Et donc en fait, ce sont les entreprises du quartier qui nous donnent les peintures, et donc les couleurs qu'il y a sur les murs, ça dépend de ce qu'on nous donne. Et donc ce que nous prenions pour une audace de coloriste absolument extraordinaire, en fait, était le résultat des rogatons, des fonds de pots de peinture qui venaient des entreprises du quartier. Ceci m'a été confirmé par Michel Sénéchal, qui avait une entreprise de peinture pas loin d'ici, rue de Tolbiac, et qui, en fait, pendant des années, effectivement, a donné des fonds de peinture à l'Armée du Salut. Alors, c'est sûr que ces couleurs-là, évidemment, elles n'avaient pas beaucoup de fondements scientifiques, et quand on a fait un travail, et donc voici les couleurs actuelles, et on a fait donc ce qu'on voit là, c'est ce qu'on appelle la stratigraphie, c'est que, vous voyez, ça, c'était la couche qu'il y avait quand on a intervenu. Et puis on a commencé à gratter des petites fenêtres qui font à peu près 2 cm par 2 cm. Et on voit qu'à un moment donné, sur ce mur là du fond d'escalier, il y a eu du vert, ça c'est probablement le vert de la restauration 64. Et puis il y a eu du rouge avant, puis il y a eu un bleu foncé, et puis il y a eu un vert pâle, et puis il y a eu un jaune, et puis il y a la couche d'après. Donc, normalement, dans la stratigraphie, quand vous faites ça, vous savez que quand vous avez la couche d'après, enfin d'après, de P-E-R-E, accent circonflexe T, eh bien, la couche qui est juste avant, c'est la bonne couleur. Ça, c'est la théorie. En pratique, ici, la bonne couleur, c'est pas le jaune pâle. C'était magnifique, ce jaune pâle, je vais vous dire. Moi, je trouvais ça sublime. Eh bien non, c'était le vert pâle, parce que vous verrez tout à l'heure dans le hall, quoique quand il fait nuit, on le voit moins bien. Mais il y avait cette idée, effectivement, d'avoir une continuité entre la couleur naturelle du verre, des pavés de verre, vous voyez qu'il y a sur les côtés, et le fond de l'escalier, qui finalement devait apparaître comme une espèce de chose continue qui finalement, à la fois entoure l'espace, mais ne fixe pas de limite. Moi, quand j'ai vu le projet de la restauratrice Élise Quentin, qui travaillait avec François Chatillon, que j'ai vu ce jaune vif devant le mur vert pâle, j'ai trouvé ça à gerber. C'était épouvantable. J'ai dit, mais attends, on ne va pas faire ça. Si, c'était comme ça. C'est ça que... Il y a un repentir, en fait. Il y avait du jaune, puis il a mis du vert tout de suite après. Bon. Et en fait, c'est magnifique. J'avais absolument tort, elle avait absolument raison. La couleur, c'est ça aussi, c'est enlever des couleurs qui étaient rajoutées entre-temps, des rouges, des gris foncés, etc., pour retrouver, avec la stratigraphie, toutes ces couleurs d'origine, y compris la partie basse, que nous pensions être un espace où il y avait de la couleur, mais en fait non, il n'y avait que du gris, et aujourd'hui il n'y a que du gris. Et donc c'est assez intéressant quand même de voir qu'on retrouve en fait par la couleur une spatialité qui avait bizarrement complètement disparu, y compris dans cette salle, avec ce vert et ce rouge qui étaient des couleurs qui avaient disparu probablement depuis le début des années 50. J'ai oublié de dire une chose, parce que je n'ai pas le temps de tout montrer ce soir, mais après la guerre, le bâtiment avait été entièrement repeint à l'intérieur en faux marbre et en faux bois. Toutes les colonnes étaient en faux marbre, toutes les portes étaient en faux bois, et tous les murs avaient soit du papier peint, soit les pavés de verre que vous verrez dans le hall étaient entièrement couverts des mots à froid, de représentation, qui faisaient des vitraux finalement, de représentation de scènes pieuses. Donc évidemment, il y a des photos très rigolotes de cette époque. C'est sûr que le bâtiment avait quand même été assez bien malmené. Alors j'ai terminé mon propos pour laisser un peu de place aux questions derrière, parce que j'ai repris l'expression de Le Corbusier dans une lettre à Madame Meyer, de ce qu'il appelle la promenade architecturale. Dans cette lettre à Madame Meyer, pour une maison qu'il n'a jamais construite d'ailleurs, Le Corbusier explique que l'architecture, en fait, c'est presque je fais une petite parenthèse, c'est presque l'adaptation en fait à l'architecture de la théorie de la relativité d'Einstein. Vous savez que finalement des objets célestes bougent, hein, mais l'un bouge par rapport à l'autre, mais on peut considérer que le deuxième bouge par rapport au premier de la même façon puisqu'on n'a pas de repère.
Eh bien, Le Corbusier explique que dans l'architecture, c'est la même chose. Quand vous vous déplacez dans l'espace, en réalité, on peut aussi bien considérer que c'est l'espace qui se déplace autour de vous. Et donc, si tel est le cas, on peut penser l'espace dans le mouvement et non plus dans l'immobilité. On peut penser l'espace dans la manière dont il va se déployer, en fin de compte, au fur et à mesure que vous allez avancer, que vous allez vous déplacer dans l'espace. C'est-à-dire qu'on est très très loin de la pensée de l'architecture classique où l'espace est figé. Et donc dans cette lettre à Madame Meyer, il explique ça. Et ici, on a alors la lettre à Madame Meyer date de 28. Ici, on est en 1929, 30 au début du projet. Et on voit effectivement quand on se déplace ici, si on est attentif, si on essaye de se déplacer en tournant la tête, en regardant vers le haut, vers le bas, etc. Eh bien, vous verrez qu'effectivement l'espace est mouvant autour de vous autant que vous êtes mouvant dans l'espace. Et c'est ce qu'il appelle la promenade architecturale. Alors, je vais vous montrer quelques photos. Je ne vais pas trop parler. Je vais plus trop parler. Juste pour vous donner envie, effectivement, de vivre cette promenade architecturale. Donc là, on est sur la terrasse extérieure, on voit la façade extérieure, avec cette superposition du registre des années 50 et puis de la reconstitution de la partie des années 30. Là, je me recule un petit peu, donc je vois cet alignement de volume avec son arrière-plan derrière de la façade de couleur. Je rentre dans le petit pavillon d'entrée, vous êtes passé par là tout à l'heure. J'arrive face à la passerelle, là c'est la nuit tombante comme tout à l'heure. Bon. Donc on passe le vide, on se retrouve dans la rotonde. Et puis on passe cette magnifique banque d'accueil qui accompagne, vous voyez comme elle accompagne bien justement le mouvement du corps jusqu'au hall. On se retourne, on voit ça, on voit de la lumière. Alors ça, il faut venir effectivement plus tôt dans la journée pour avoir ces effets de lumière particuliers. L'escalier, avec, vous voyez aussi une importante lumière naturelle qui vient d'en haut, puisque toute la partie supérieure de la façade qu'on ne voit pas d'ici, en fait, est complètement vitrée, avec des pavés de verre. Les petits bureaux, qui sont les bureaux d'accueil, ils sont vraiment là, en fait, pour accueillir les résidents et répondre aux besoins en tout genre. Là, on descend, vous êtes passé par là tout à l'heure, mais on voit que même quand on descend, on voit la lumière naturelle, là, on voit le jardin au fond, on voit une autre fenêtre en haut. C'est-à-dire qu'on voit encore la rotonde du fond. Et donc, on a toujours aussi, dans cette idée de la promenade architecturale, l'idée que l'espace est continu. C'est-à-dire qu'on n'est jamais dans des ruptures, si vous voulez, comme dans l'architecture classique, on passe d'une pièce à l'autre. Ici, il n'y a pas de pièce, on est dans un espace qui est fluide et qui est continu. Et donc, on a toujours, en fait, quand on se retourne, on peut toujours voir là où on était avant. Et on voit aussi là où on va aller après. La petite rotonde qui est juste en face de nous, la salle dans laquelle vous vous trouvez, avec ces drôles de piliers inclinés. Et puis la rue intérieure, qui était une rue qui était donc cette espèce de cloaque remplie de poubelles et de détritus, et qui est maintenant, moi je trouve, le plus bel espace de la cité, où d'ailleurs nous avons regroupé la totalité des espaces collectifs. Il y a la salle de sport, ici il y a la salle où on fait les concerts, tout ça. Enfin, il y a tout ce qui fait vivre en fait la collectivité. Voilà, là je remonte en fait à l'étage supérieur. La petite bibliothèque ouverte. Dites pas que c'est une bibliothèque, j'ai pas le droit d'y mettre des livres en théorie, hein. C'est pas des questions d'incendie, mais bon, c'est une bibliothèque en tout cas. Et puis de cette bibliothèque, on peut, alors elle n'est pas encore tout à fait installée, mais on peut sortir pour pouvoir lire à l'extérieur dans ce petit patio, fumer une cigarette. Il y a des fumeurs ici. Voilà, puis on descend dans le hall. On peut aller manger dans la cantine. Avec cette alternance, vous voyez comme le rapport du dedans au dehors, on voit toujours la rotonde quand on est dans la cantine, donc le pavé de verre, on le voit à la fois de dedans et de dehors. La cafétéria, avec ces drôles de petites fenêtres étroites, l'escalier, et puis on monte dans les étages. Alors vous voyez que les couleurs ont disparu, hein. Les couleurs d'origine sont très très belles, parce qu'il y a la couleur du grès cérame, il y a un gris-bleu très pâle hein, qui se trouve sur les murs, et il y a cette couleur qui est une couleur qui était très utilisée à l'époque, hein, une peinture à base de sulfite, très utilisée dans l'industrie, pour les machines-outils. Voilà, et puis la lumière. Ça, c'est pris à l'intérieur d'un logement. Vous voyez comment, justement, ces fenêtres sont des fenêtres habitées, avec une tablette, des objets, une télé. La vue sur le quartier, donc qui n'est plus le même quartier qu'à l'époque, mais voilà, la cité participe de son quartier aujourd'hui, elle est ouverte. Les terrasses, non accessibles malheureusement, qui étaient en fait, les terrasses supérieures étaient les logements des salutistes, hein. C'est pour ça qu'il y avait des terrasses, parce que c'était prévu pour les résidents. Voilà, et donc quand on arrive en haut, on est dans le ciel, c'est merveilleux, mais alors là, vous reveniez pour avoir le plaisir d'aller sur les terrasses. Je sais qu'il y a quelques privilégiés qui ont eu ce privilège cet après-midi. Alors, quelques livres pour en savoir plus. Bon, évidemment, il y a cette œuvre complète de Le Corbusier en 8 volumes qui reste une référence. Voilà les ouvrages dont on parlait tout à l'heure, c'est les éditions Champ,
qui utilise cette image de la cité qui est maintenant périmée. Et surtout, il y avait ce livre de Brian Bryce Taylor, qui est un historien de l'architecture américain, qui avait fait un ouvrage très très documenté sur la cité de refuge à la fin des années 70 et qui pratiquement aujourd'hui était sans égal jusqu'à la publication de cet ouvrage. Donc, je vais faire un peu de publicité, mais ça ne fait rien, qui est en vente juste derrière. Je le dis d'autant plus, je ne touche pas de droit d'auteur, donc ça m'est d'autant plus facile de faire. Mais vraiment, je vous encourage à l'acheter parce que c'est un livre qui est pour les 2/3 consacré à l'histoire de la construction de la cité, avec tous les acteurs dont je vous ai parlé dans les années 30, et puis un tiers qui est consacré à sa restauration. Et les auteurs Gilles Rago et Olivier Chadouin, avec des très très belles photos de Cyril Weiner. En plus, je trouve que c'est vraiment un travail intéressant parce que, je vais le dire très franchement, Gilles Rago explique très très bien comment François Gruson a complètement changé d'avis entre le moment où il a commencé à travailler sur la cité de refuge et la fin, et qu'il a fait un virage à 180 degrés sur un certain nombre de points. Donc c'est un travail d'historien contemporain tout à fait juste et pertinent, et je l'en ai remercié. Et puisque je suis dans les remerciements, je vais remercier quand même Equiton d'avoir organisé cette soirée, remercier surtout la Fondation Le Corbusier, parce que tous les documents que je montre sont des documents qui viennent de ces archives, et heureusement qu'on les a, et heureusement qu'on a tout ce fonds documentaire absolument fabuleux pour pouvoir travailler. Je remercie bien sûr l'Armée du Salut, la Cité de Refuge, et son directeur Christophe Piedra de nous accueillir ce soir. Mais ça fait partie de notre projet commun que cette cité soit un lieu ouvert à tous, contrairement à ce qu'elle était autrefois. Et puisque vous voulez, parce que l'idée aujourd'hui c'est de vous donner juste envie, mais que vous ayez très très envie de revenir, évidemment, pour la visiter plus fondamentalement. Donc je vous mets à la fois l'adresse internet, l'adresse mail pour pouvoir faire une visite, sachant que nous avons formé quelques résidents qui, eux, organisent les visites, effectivement, de la cité. Donc je trouve que c'est bien aussi que ce soit les résidents qui organisent les visites et qui fassent les visites, parce que ça veut dire qu'ils sont vraiment chez eux et qu'ils se sont emparés de ce bâtiment. Et puis évidemment, il manque un U, mais enfin un appel aux dons, parce que l'Armée du Salut, comme je le dis, est vraiment un organisme, une fondation qui s'occupe des personnes sans abri, qui a besoin d'argent pour la pauvreté. Et donc si vous pouvez soutenir son action, je vous en remercie beaucoup. Et je vous remercie de votre attention et à votre disposition pour des questions.